Un millionnaire sceptique traverse les jardins de son manoir, portant le poids du désespoir. Son fils de 8 ans vit dans l'obscurité depuis 2 ans, suite à un accident. Tous les traitements médicaux les plus coûteux du monde ont échoué. C'est alors que la fille de 9 ans de son nouveau jardinier s'approche timidement et murmure des mots qui le font rire amèrement. « Monsieur, je peux rendre la vue à votre fils. Ma grand-mère m'a appris un secret spécial. » Son incrédulité se transforme en choc lorsqu'elle place ses mains sur les yeux du garçon, et que quelque chose d'incroyable se produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du samedi filtrait à travers la canopée d'arbres centenaires, projetant une mosaïque dorée sur les pelouses impeccablement entretenues du manoir. Daniel Ashford marchait lentement le long des allées de pierre, ses mains tremblantes serrant un rapport médical qu'il avait lu des dizaines de fois ce matin-là. Les mots du spécialiste résonnaient dans son esprit comme une sentence cruelle, « Il n'y a plus rien que nous puissions faire, monsieur Ashford. Les dommages au nerf optique de Léo sont irréversibles. » 2 ans, 2 longues années que son fils de 8 ans avait perdu la vue dans ce terrible accident de voiture. 2 ans de consultation avec les meilleurs ophtalmologues du monde, de traitements expérimentaux coûteux, de chirurgie qui promettaient des miracles mais n'avaient livré que des espoirs anéantis. Le parfum des roses blanches plantées le long de l'allée aurait dû être réconfortant. Mais aujourd'hui, il ne faisait qu'intensifier l'amertume qui grandissait dans sa poitrine. Daniel s'arrêta près de la fontaine centrale, regardant l'eau cristalline danser à la lumière du soleil. Combien de fois avait-il promis à Léo qu'ils reverraient ensemble ces jardins qu'ils aimaient tant? Combien de nuits blanches avait-il passé à chercher des traitements, à contacter des spécialistes, offrant des fortunes pour le moindre signe d'espoir? Sa fortune d'1 milliard de dollars pouvait tout acheter dans le monde, sauf la seule chose qu'il désirait vraiment, rendre la vue à son garçon. Le bruit léger de pas sur l'herbe attira son attention. Une petite fille d'environ 9 ans s'approchait timidement. Ses grands yeux sombres brillaient d'une intensité singulière, et ses vêtements simples contrastaient vivement avec l'opulence des lieux. Elle devait être la fille du nouveau jardinier qu'il avait embauché la semaine précédente. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix douce mais déterminée, s'arrêtant à quelques pas. « Puis-je vous parler ?» Daniel se força à esquisser un sourire poli, essayant de cacher son irritation. Ce n'était pas le moment pour des conversations enfantines. « Bien sûr, petite. De quoi as-tu besoin ?» La fillette fit un pas en avant, les mains jointes nerveusement. « Je sais pour votre fils. » Le garçon qui ne voit pas. Sa déclaration fut si directe que Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je peux lui rendre la vue. Ma grand-mère m'a appris un secret spécial. » Pendant un instant, le silence fut absolu, seulement rompu par le murmure de l'eau de la fontaine. Puis Daniel laissa échapper un rire amer, secouant la tête, incrédule. « Écoute, petite. » Il s'interrompit, réalisant qu'il ne connaissait pas son nom. « Mais, dit-elle simplement. Maya, je sais que tes intentions sont bonnes, mais les meilleurs médecins du monde ont déjà essayé d'aider mon fils. S'ils n'ont pas pu... » Sa voix se brisa légèrement, un enfant ne peut pas faire ce que la science n'a pas pu accomplir. Maya pencha la tête, l'étudiant avec une maturité déstabilisante pour son âge. Parlez-vous de la lésion bilatérale du cortex visuel primaire de Léo, causée par le grave traumatisme crânien, ou de la dégénérescence secondaire des cellules ganglionnaires de la rétine que les médecins ont découverte lors de son dernier examen? Daniel sentit le monde tourner. Ces termes médicaux spécifiques, ces détails que seule une poignée de spécialistes connaissaient. Comment une enfant pauvre pouvait-elle savoir cela? Il n'avait jamais discuté publiquement du cas de Léo, et les rapports médicaux étaient confidentiels. Comment? Sa voix sortit comme un murmure rauque, comment sais-tu ces choses? Maya sourit tristement, un sourire qui semblait porter bien plus d'expérience que ses 9 ans ne devraient le permettre. Ma grand-mère disait toujours que certaines personnes naissent pour voir au-delà de ce que les yeux peuvent montrer. Elle m'a appris qu'il y a des blessures qui ne peuvent être guéries que lorsque nous cessons de regarder uniquement ce qui est brisé et commençons à voir ce qui peut encore être réparé. Le cœur de Daniel battait à tout rompre. C'était impossible, absurde, contraire à tout ce en quoi il croyait. Mais les mots de la fillette résonnaient dans son esprit, se mêlant au désespoir d'un père qui avait épuisé toutes les options rationnelles. « Si tu peux vraiment ?» Il s'arrêta, incapable de finir sa phrase, incapable de laisser l'espoir renaître, seulement pour être détruit à nouveau. Maya tendit une petite main vers lui. « Laissez-moi rencontrer Léo, monsieur. Laissez-moi vous montrer que certains miracles se produisent quand on s'y attend le moins. » Daniel regarda cette main tendue,
sachant que la toucher signifiait ouvrir la porte à quelque chose que son esprit scientifique ne pourrait jamais accepter. Daniel hésita de longues secondes, observant la petite main calleuse de Maya tendue vers lui. Chaque fibre de son être rationnel lui hurlait de refuser cette offre absurde. Mais quelque chose de plus profond, le désespoir d'un père, lui murmurait que peut-être, juste peut-être, cela valait la peine d'essayer. Avec un lourd soupir, il effleura les doigts de la fillette. La sensation fut instantanée et troublante. Une vague de chaleur remonta le long de son bras, accompagnée d'un étrange picotement qui se propagea dans tout son corps. Maya sourit avec une sagesse qui ne correspondait pas à ses traits enfantins. « Léo est dans sa chambre en ce moment, dit-elle d'un ton neutre, comme si elle connaissait la routine de la maison depuis des années. Il écoute de la musique classique, en essayant de dessiner de mémoire le visage de la mère qu'il n'a pas vue depuis si longtemps. » Daniel recula brusquement, le cœur battant la chamade. Comment pouvait-elle savoir exactement ce que son fils faisait à ce moment-là? Il avait laissé Léo moins d'une heure auparavant dans les circonstances exactes décrites par la fillette. « Vous espionnez ma maison ?» L'accusation sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu, mais Maya secoua simplement la tête doucement. « Monsieur, je n'ai pas besoin d'espionner pour voir ce que mon cœur sait déjà. » Léo porte une tristesse qui va au-delà de l'obscurité de ses yeux. Il ressent aussi votre douleur. Vous savez, les enfants le sentent toujours quand leurs parents souffrent. La simplicité de ces mots frappa Daniel comme un coup de poing dans le ventre. Depuis 2 ans, il s'était efforcé de paraître fort devant son fils, oubliant peut-être de considérer comment son propre désespoir pouvait affecter le garçon. « Puis-je le rencontrer ?» demanda doucement Maya. « Je promets de ne rien faire sans votre permission. Je veux juste sentir ce qu'il ressent. » Contre tous ses instincts, Daniel se retrouva à hocher la tête. Ils marchèrent en silence le long de l'allée menant au manoir, la fillette observant tout avec une attention presque révérencieuse. Ses vêtements simples, un t-shirt délavé et un jean rapiécé, contrastaient vivement avec le marbre italien des escaliers et les vitraux importés qui ornaient les fenêtres. La chambre de Léo se trouvait au 2e étage, avec vue sur les jardins qu'il avait tant aimés avant l'accident. Daniel poussa doucement la porte, trouvant son fils exactement comme Maya l'avait décrit, assis à son bureau, un casque sur les oreilles, essayant de dessiner avec des pastels de couleur sur une feuille de papier. « Léo » appela-t-il doucement, touchant l'épaule du garçon pour ne pas le surprendre. Le garçon retira son casque, tournant son visage vers la voix de son père. Ses yeux, autrefois aussi brillants que des étoiles, semblaient maintenant couverts d'un brouillard éternel. « Salut, papa. J'essayais de dessiner maman, mais... » Il montra avec frustration le papier où des lignes désordonnées ne formaient que des gribouillis sans signification. « Léo, je veux que tu rencontres quelqu'un. Voici Maya, la fille du nouveau jardinier. » Maya s'approcha lentement, comme si elle sentait que des mouvements brusques pourraient effrayer le garçon. « Salut, Léo. Je peux m'asseoir ici à côté de toi ?» Quelque chose dans sa voix fit sourire le garçon pour la première fois depuis des semaines. « Bien sûr. Tu as une jolie voix. Ton père m'a dit que tu aimes dessiner, » dit Maya en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Je peux voir ce que tu fais ?» Léo lui tendit le papier, rougissant légèrement. « Ce n'est pas très bon. C'est difficile de dessiner quand on ne peut pas voir ce qu'on fait. » Maya étudia le dessin un long moment, passant délicatement ses doigts sur les lignes. « Tu sais ce que je vois ici ? Je vois tellement d'amour. Chaque ligne que tu as tracée a été guidée par ton cœur, pas par tes yeux. Cela rend ce dessin tellement plus spécial. » Vraiment ? La voix de Léo contenait un espoir timide que Daniel n'avait pas entendu depuis des mois. « Je peux essayer quelque chose ?» demanda Maya, regardant d'abord Léo, puis Daniel. « Ça ne fera pas mal, je le promets. Je veux juste partager un peu de ce que je vois avec toi. » Daniel était sur le point de protester quand Léo hocha la tête avec enthousiasme. « S'il te plaît, ça fait si longtemps que je n'ai pas vu de couleur. » Maya plaça ses petites mains sur les yeux fermés de Léo, fermant les siens en signe de concentration. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis le garçon laissa échapper un hoquet de surprise étouffée. « Papa !» Sa voix tremblante était remplie d'étonnement. « Je vois des lumières colorées, comme si quelqu'un avait allumé des bougies dans le noir. » Daniel sentit ses jambes flageoler. C'était impossible. Complètement, scientifiquement impossible. Mais les yeux de son fils brillaient d'une intensité qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Les couleurs sont si belles, papa. Du bleu comme le ciel, je me souviens. Du doré comme le soleil.
Léo rit à travers ses larmes, un rire pur et cristallin que Daniel avait oublié. Maya retira doucement ses mains, et l'obscurité revint immédiatement dans les yeux de Léo. Mais quelque chose avait changé. Le garçon ne semblait pas dévasté par la perte de cette vision temporaire. Au contraire, il souriait avec un espoir renouvelé. C'était réel, papa. Je l'ai vraiment vu. Il se tourna dans la direction où il imaginait que Maya se trouvait. Tu peux le refaire ? Maya chancela légèrement, s'appuyant sur le bureau pour se soutenir. Daniel remarqua qu'elle était pâle, de petites perles de sueur brillant sur son front. Je peux, murmura-t-elle. Mais pas aujourd'hui. Certaines choses ont besoin de temps pour grandir. Daniel regarda la fillette, puis son fils, son esprit scientifique en guerre totale avec ce dont il venait d'être témoin. L'impossible s'était produit sous ses yeux, et il faisait maintenant face à la décision la plus difficile de sa vie. La nuit vint avec une tempête, à la fois dans le ciel et dans l'esprit de Daniel. Il resta dans son bureau, entouré de rapports médicaux éparpillés sur le bureau en acajou, essayant de trouver une explication rationnelle à ce dont il avait été témoin cet après-midi-là. La pluie battait violemment contre les fenêtres panoramiques, créant un rythme hypnotique qui ne faisait qu'intensifier son tumulte intérieur. Léo avait dîné avec un réel appétit pour la première fois depuis des mois, parlant avec excitation des couleurs qu'il avait vues. « Papa, tu penses que Maya peut m'aider à te revoir ? J'ai du mal à me souvenir de ton visage. » Les mots de son fils résonnaient dans son esprit comme un refrain douloureux, mêlant espoir et désespoir dans des proportions impossibles. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez » murmura-t-il, s'attendant à voir un membre du personnel. Au lieu de cela, Maya apparut sur le seuil, portant toujours les mêmes vêtements simples, mais avec une expression de détermination mature. « Désolé de vous déranger si tard, monsieur Ashford. Maman termine avec les rosiers et m'a dit que je pouvais venir vous parler. » Daniel lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. La fillette semblait minuscule dans le meuble imposant, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait une confiance inébranlable. « Comment as-tu fait ça avec Léo ?» La question sortit plus directement qu'il ne l'avait prévu. Maya entrelaça ses doigts sur ses genoux, réfléchissant soigneusement à ses mots. Ma grand-mère disait toujours que certaines personnes naissent avec des portes ouvertes entre les mondes. Elle m'a appris qu'il y a une énergie qui relie tous les êtres vivants, surtout quand il y a beaucoup d'amour en jeu. Ce ne sont que de jolies paroles, Maya. J'ai besoin d'explications scientifiques. Comment un enfant peut-il faire ce que des médecins de Harvard n'ont pas pu faire ? Les yeux de la fillette brillèrent d'une profonde tristesse. Monsieur, avez-vous déjà vu une graine percer le béton pour pousser ? La science peut expliquer comment cela se produit, mais elle ne peut pas expliquer la force qui pousse la graine à essayer. Certaines choses existent au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Daniel se leva, marchant vers la fenêtre. La tempête dehors semblait refléter le chaos de ses pensées. Supposons, juste un instant, que tu aies vraiment cette capacité. Pourquoi aiderais-tu un étranger ? Que veux-tu en retour ? Léo n'est pas un étranger, répondit doucement Maya. Quand j'ai touché ses yeux aujourd'hui, j'ai senti son âme. Il a une lumière très spéciale, monsieur. Une lumière qui ne peut pas être cachée dans l'obscurité pour toujours. Et le prix ? Insista Daniel en se tournant pour lui faire face. D'après mon expérience, tout a un prix, surtout les miracles. Maya baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Ma grand-mère m'avait prévenu à ce sujet avant de mourir. Elle disait que guérir les autres coûte une partie de soi-même. Chaque fois que j'utilise le don, je m'affaiblis un peu. Mais elle disait aussi que certaines choses valent n'importe quel sacrifice. L'honnêteté brutale de la fillette frappa Daniel comme un coup de poing. Tu dis que aider mon fils pourrait te faire du mal ? Je ne sais pas encore. Je n'ai jamais essayé de guérir quelque chose de si profond. Mais je n'ai pas peur. Elle leva les yeux et Daniel vit dans son regard un courage que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. J'ai peur de ne pas essayer et de laisser Léo perdu dans l'obscurité pour toujours. Daniel retourna à son bureau, s'asseyant lourdement dans son fauteuil. C'est de la folie. Je suis un homme de science, Maya. J'ai bâti ma fortune sur des faits, des preuves, de la logique. Ce que tu proposes va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Mais vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Vous avez vu Léo sourire pour de vrai pour la première fois en 2 ans. Vous l'avez vu parler de couleurs avec une joie qu'il avait perdue. Maya se pencha en avant, sa voix remplie d'urgence. Parfois, monsieur, la foi, c'est juste faire un pas en avant, même quand on ne voit pas où nos pieds vont atterrir.
Le silence s'étira entre eux, seulement rompu par le martèlement de la pluie. Daniel pensa aux 2 années de souffrance, aux nuits blanches à chercher des traitements, aux millions dépensés pour des consultations qui ne menaient nulle part. Il pensa au sourire sincère de Léo cet après-midi-là, au premier véritable espoir qu'il avait vu dans les yeux de son fils depuis l'accident. « Si j'accepte, dit-il finalement, nous devrons le faire de la bonne manière. Je veux que des médecins supervisent tout le processus. Je veux des tests avant et après chaque séance. Je veux tout documenter. » Maya hocha la tête solennellement. « Bien sûr, monsieur. Mais vous devez me promettre une chose. Peu importe ce que disent les médecins, peu importe s'ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe, vous n'abandonnerez pas. Certains miracles prennent du temps pour s'épanouir complètement. » Daniel étudia le visage de la fillette, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Il ne trouva qu'une sincérité cristalline et une détermination qui le touchèrent profondément. « Combien de temps penses-tu que cela prendrait ? » 6 semaines, répondit Maya sans hésitation. Ma grand-mère disait toujours que 6 semaines, c'est le temps dont une âme a besoin pour se transformer complètement. Mais je vous préviens, ce sera difficile pour nous tous. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, des moments où vous douterez de tout. Daniel ferma les yeux, sentant le poids d'une décision qui pourrait changer leur vie pour toujours. Quand il les rouvrit, il y avait une résolution d'acier dans son regard. D'accord, mais nous allons essayer. Mais à une condition. Au moment où je verrai que cela te fait du mal, à toi ou à Léo, nous arrêtons immédiatement. Maya sourit, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Daniel vit en elle l'enfant de 9 ans qu'elle était vraiment. Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Mais alors qu'il regardait la fillette lui dire au revoir et quitter son bureau, Daniel ne put se défaire du sentiment qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il ne pourrait peut-être jamais refermer. La première semaine fut une montagne russe émotionnelle qui testa toutes les limites de la santé mentale de Daniel. Il avait discrètement engagé une équipe médicale privée dirigée par le docteur Evelyn Reed, une neurologue renommée qui avait accepté de superviser le cas sous un strict accord de non-divulgation et pour des honoraires substantiels déposés sur son compte. « Monsieur Ashford, » avait dit le médecin lors de leur première rencontre, « je tiens à être clair, je ne crois pas aux guérisons miraculeuses. Je suis ici uniquement pour documenter ce qui se passe et assurer la sécurité de votre fils. » Daniel appréciait son honnêteté brutale, même si elle reflétait ses propres conflits internes. Maintenant, en regardant Maya placer ses petites mains sur les yeux fermés de Léo pour la 5e fois cette semaine, il se demandait s'il avait complètement perdu la tête. La séance d'aujourd'hui se déroulait dans la bibliothèque du manoir, une pièce que Léo avait toujours associée à des moments heureux. Des étagères en chêne s'étendaient du sol au plafond, remplies de livres que le garçon avait l'habitude de feuilleter avant l'accident. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers des rideaux de soie, créant une atmosphère presque mystique. « Respire profondément, Léo, » murmura Maya, sa voix prenant un ton presque hypnotique. « Imagine que tu plonges dans une piscine de lumière dorée. Sens la chaleur entourer tes yeux, guérissant tout ce qui est blessé. » Daniel observait attentivement, prenant des notes détaillées comme il l'avait promis. Au cours des derniers jours, il avait remarqué des changements subtils mais indéniables dans le comportement de Léo. Le garçon dormait mieux. Ses cauchemars avaient diminué, plus important encore, il avait commencé à réagir au changement de luminosité dans la pièce. « Papa, » dit soudain Léo sans ouvrir les yeux. « Est-ce que quelqu'un allume et éteint les lumières de la bibliothèque ?» Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne ne touchait aux lumières, mais des nuages dehors se déplaçaient rapidement, créant des variations de lumière naturelle à travers la fenêtre. Comment Léo pouvait-il percevoir cela? Le docteur Reed, observant en silence depuis un coin de la pièce, prit une note rapide sur sa tablette. Elle avait été sceptique dès le premier jour, mais Daniel avait remarqué que son expression passait progressivement du dédain à une véritable curiosité scientifique. « Les couleurs sont plus vives aujourd'hui, » continua Léo, les yeux toujours fermés sous les mains de Maya. « C'est comme si quelqu'un avait lavé le monde et rendu tout plus brillant. » Maya sourit, mais Daniel remarqua qu'elle était visiblement plus pâle qu'au début de la séance. De petites perles de sueur brillaient sur son front et ses mains tremblaient de manière presque imperceptible. Quand elle retira enfin ses mains, elle chancela légèrement. « Ça va ?» demanda immédiatement Daniel, se levant pour soutenir la fillette. « Oui » répondit-elle. Mais sa voix était plus faible que d'habitude. « C'est juste, c'est comme porter quelque chose de très lourd pendant longtemps. Je suis fatigué, mais ça passe. » Léo ouvrit lentement les yeux,
clignant plusieurs fois comme s'il essayait de se concentrer sur quelque chose. Pendant un instant qui parut une éternité, il regarda directement son père, et Daniel eut l'impression troublante que le garçon le voyait réellement. « Papa, tu t'es fait couper les cheveux ?» demanda Léo nonchalamment. Le monde sembla s'arrêter. Daniel s'était fait couper les cheveux la veille, mais ne l'avait mentionné à personne. Comment Léo pouvait-il le savoir? Le docteur Reed s'approcha rapidement, une lampe stylo médicale à la main. « Léo, puis-je faire quelques tests rapides ?» Le garçon hocha la tête, et le médecin commença à examiner ses pupilles avec la lumière. Son expression changea radicalement en observant la réaction des yeux de Léo au stimulus. « C'est inhabituel, » murmura-t-elle, répétant le test plusieurs fois. « Monsieur Ashford, pouvons-nous parler en privé ?» Ils se déplacèrent dans un coin de la bibliothèque, laissant Maya assise à côté de Léo, qui semblait étrangement alerte et excitée. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Daniel à voix basse. « Les pupilles de Léo réagissent à la lumière, » dit le médecin, sa voix empreinte d'incrédulité. « Pas complètement, mais il y a une réponse mesurable qui n'était certainement pas là il y a une semaine. Selon tous les examens précédents, cela devrait être impossible. » Daniel sentit ses jambes flageoler. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que quelque chose se passe dans son système nerveux. Quelque chose que la médecine ne peut pas expliquer. Le médecin jeta un coup d'œil vers Maya, qui racontait maintenant des histoires à Léo. Quoi que cette fille fasse, cela provoque de réels changements neurologiques mesurables. Est-ce bon ou mauvais? Honnêtement, je ne sais pas. C'est sans précédent. Le médecin s'interrompit, luttant clairement avec ses propres convictions scientifiques. Je veux faire une IRM détaillée demain. Je dois voir ce qui se passe dans son cerveau. Cette nuit-là, après que Maya et sa mère furent partis, Daniel trouva Léo dans sa chambre, assis sur son lit avec une expression pensive. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon fils. » « Pourquoi tous les adultes ont-ils si peur quand quelque chose de bien arrive ?»« Maya m'aide. »« Je le sens. »« Mais toi et le docteur, vous avez l'air nerveux. » La question frappa Daniel comme une flèche bien ajustée. « Parfois, mon fils, quand on veut quelque chose très, très fort, on a peur de croire que ça pourrait vraiment marcher. » Léo hocha la tête gravement. « Je comprends. Mais tu sais ce que je pense? Je pense que parfois, il faut arrêter d'avoir peur de l'espoir. » En bordant son fils, Daniel réfléchit à ces paroles bien trop sages pour un enfant de 8 ans. Dehors, la tempête de la semaine précédente avait cédé la place à une nuit étoilée. Mais dans son âme, une nouvelle tempête ne faisait que commencer. Les résultats de l'IRM arrivèrent un mardi matin que Daniel n'oublierait jamais. Le docteur Reed lui avait demandé de venir seul à l'hôpital, sans Léo, pour discuter des conclusions. Le ton grave de sa voix au téléphone avait suffi à planter un sentiment d'effroi au creux de son estomac. Le bureau de la neurologue était un espace stérile et moderne, avec des diplômes au mur et le bourdonnement constant de la climatisation. Elle était assise derrière son bureau, plusieurs clichés d'IRM étalés devant elle, un air de profonde perplexité sur son visage. « Asseyez-vous, monsieur Ashford, » dit-elle en désignant le fauteuil en face de son bureau. « Je dois vous montrer quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en 20 ans de neurologie. » Daniel s'installa, les peaux moites. « C'est mauvais ? » « Ce n'est pas mauvais. C'est impossible. » Le médecin prit 2 images, les plaçant côte à côte. « Ceci est l'IRM de Léo d'il y a 6 mois. Regardez ici, » dit-elle en pointant des zones sombres sur les clichés, toute l'étendue de la lésion dans le cortex visuel. Le tissu neuronal était complètement nécrotique, mort, irréversible. Elle prit la 2e image. « Et ceci est le cliché d'hier. » Daniel étudia les images, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il n'était pas médecin, mais même pour un profane, les différences étaient frappantes. Là où il y avait autrefois des zones sombres et mortes, il y avait maintenant de nouveaux points d'activité, comme si de minuscules lumières avaient été allumées dans une pièce obscure. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix sortit comme un murmure rauque. « Cela signifie que le cerveau de votre fils régénère du tissu neuronal qui devrait être impossible à régénérer. De nouvelles connexions se forment, de nouvelles voies neuronales. » Le médecin se pencha en arrière dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux grisonnants. En termes simples, son cerveau est en train de se guérir lui-même. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça devrait être impossible, répéta-t-elle en insistant sur chaque mot. Monsieur Ashford, j'ai vu des cas impressionnants de neuroplasticité, des récupérations qui ont surpris la communauté médicale. Mais ceci,
Ceci défie les lois fondamentales de la biologie humaine. Daniel sentit un mélange d'euphorie et de terreur parcourir ses veines. Pensez-vous que cela a un lien avec ce que fait Maya? Le médecin hésita un long moment. En tant que scientifique, je dois dire qu'il n'y a aucune explication rationnelle à cette corrélation. En tant que médecin qui est témoin de quelque chose de sans précédent, elle marqua une pause. Oui, je crois qu'il y a un lien. Cet après-midi-là, Daniel chercha Maya dans les jardins. Il la trouva assise près des rosiers, semblant parler aux fleurs. En se rapprochant, il remarqua qu'elle était bien trop pâle, avec de profonds cernes sous les yeux. « Maya, nous devons parler. » Elle se retourna, souriant avec lassitude. « À propos des tests de Léo. Je savais déjà que ce serait de bonnes nouvelles. »« Comment le savais-tu » Daniel s'assit sur l'herbe à côté d'elle, chose qu'il n'aurait jamais faite en temps normal. « Ma grand-mère m'a appris à sentir quand la guérison fonctionne. C'est comme une chanson qui devient plus harmonieuse chaque jour. » Maya toucha délicatement une rose rouge. « Mais elle m'a aussi appris que certaines guérisons ont un prix. »« Quel prix ?» Maya ferma les yeux comme pour rassembler le courage de parler. « Chaque fois que je touche les yeux de Léo, je sens son obscurité entrer en moi. C'est comme si j'absorbais une partie de sa cécité pour qu'il puisse voir. » Le sang de Daniel se glaça. « Es-tu en train de perdre la vue ?»« Pas encore complètement, » admit-elle en ouvrant les yeux. « Mais parfois, quand je me réveille le matin, tout est flou pendant quelques minutes. Et les maux de tête s'aggravent. » Daniel se leva d'un bond. « Il faut que ça s'arrête tout de suite. Je ne permettrai pas qu'une enfant se sacrifie pour mon fils. »« Monsieur Ashford, attendez. » Maya se leva aussi, lui attrapant le bras. « Ma grand-mère m'avait prévenu que cela arriverait. Elle disait qu'il y aurait des moments où mes proches voudraient me protéger, mais que je devrais être forte. Ta grand-mère était-elle une enfant comme toi? Savait-elle ce que c'était que de porter ce fardeau? » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Elle est morte à 17 ans, monsieur. Toutes les femmes de ma famille sont mortes jeunes à cause du don. Mais avant de partir, elle m'a dit que certaines vies valent n'importe quel sacrifice. » Daniel se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Maya, tu n'es qu'une enfant. Tu ne peux pas prendre des décisions qui pourraient te coûter la vie. »« Et Léo ?» rétorqua-t-elle, sa voix empreinte d'une détermination d'acier. « Il n'est qu'un enfant aussi. Un enfant qui mérite de voir le monde, de serrer son père dans ses bras, de dessiner à nouveau. Pas au prix de ta propre vie. »« Absolument pas. » Maya s'approcha, plaçant sa petite main dans la sienne. « Monsieur, sentez-vous cela ?» Soudain, une vague de calme inexplicable submergea Daniel, comme si toutes ses angoisses avaient été temporairement suspendues. « C'est le don de ma famille. Il ne s'agit pas seulement de guérir les yeux. Il s'agit de guérir les âmes blessées, les cœurs brisés, les espoirs perdus. »« Ça ne justifie pas ?»« Ça justifie tout, » l'interrompit-elle doucement. « Parce que lorsque vous guérissez vraiment quelqu'un, une partie de cette personne vit en vous pour toujours. Je porterai la joie de voir Léo voir à nouveau pour le reste de ma vie, aussi courte soit-elle. » Cette nuit-là, Daniel se retrouva face au plus grand dilemme moral de son existence. Permettre à Maya de continuer signifiait accepter le sacrifice d'une enfant innocente. Arrêter signifiait condamner son propre fils à l'obscurité éternelle, maintenant qu'il y avait une preuve scientifique qu'une guérison était possible. En regardant Léo dormir paisiblement pour la première fois en 2 ans, sans cauchemar, Daniel réalisa que certaines décisions transcendent la logique et entrent dans le territoire obscur où l'amour, le sacrifice et la moralité s'entremêlent de manière impossible à démêler. La sonnette retentit à 7 heures un vendredi matin, brisant la routine paisible qui s'était installée au cours des 2 dernières semaines. Daniel descendit, encore en robe de chambre, se demandant qui pouvait bien lui rendre visite si tôt. Quand il ouvrit la porte, il sentit son monde s'effondrer en voyant Camille, son ex-femme, debout sur le porche avec une expression de fureur qu'il ne connaissait que trop bien. « Nous devons parler, maintenant », sa voix tranchante se dispensa de toute politesse. Camille Ashford avait été un ouragan dans sa vie pendant leurs 8 ans de mariage. Belle, intelligente et impitoyablement ambitieuse. Elle était partie 6 mois après l'accident de Léo, prétendant ne pas pouvoir gérer la nouvelle réalité d'avoir un enfant handicapé. Le divorce avait été brutal, mais elle avait renoncé à la garde en échange d'un règlement substantiel. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Daniel essaya de garder sa voix neutre, mais sa présence le mettait toujours mal à l'aise. « J'ai entendu par des connaissances communes que tu impliques notre fils dans des pratiques douteuses. » Elle passa devant lui sans y être invitée,
ses talons au claquant sur le sol en marbre du hall. Guérison par la foi, Daniel. Sérieusement? Daniel ferma la porte, essayant de gagner du temps pour traiter la situation. Comment l'as-tu découvert? Le docteur Reed est une amie de la famille depuis des années. Elle m'a appelé hier, inquiète de ce qui se passe. Elle a dit que tu avais engagé une enfant pour traiter Léo avec des méthodes non scientifiques. Evelyn n'avait pas le droit de? Elle en avait l'obligation. Camille se retourna pour lui faire face, ses yeux vers lançant des éclairs de colère. En tant que médecin et en tant que personne qui se soucie du bien-être du garçon. Daniel, as-tu complètement perdu la tête? À ce moment, Léo apparut en haut des escaliers, encore en pyjama. Papa, qui crie? Il commença à descendre prudemment, une main glissant le long de la rampe. Camille se crispa visiblement à la vue de son fils. Au cours des 2 dernières années, ses visites avaient été rares et brèves, clairement motivées plus par l'obligation que par une réelle affection. « Salut, maman », dit simplement Léo en arrivant en bas. « Tu es venu me voir ?» À la surprise de Daniel, Camille s'agenouilla devant son fils, le serrant dans ses bras avec une intensité qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. « Oui, mon amour. Maman s'inquiète pour toi. »« Tu n'as pas à t'inquiéter, » dit Léo en lui rendant son étreinte. « Je vais beaucoup mieux. Maya m'aide à voir à nouveau. » Camille s'écarta brusquement, regardant Daniel avec une expression d'horreur. « Tu lui as dit qu'il pouvait être guéri? Comment peux-tu être si cruel? »« Camille, tu ne comprends pas. Des choses se sont passées. Je comprends parfaitement. » Elle se leva, sa voix montant dangereusement. « Tu donnes de faux espoirs à un enfant qui a déjà trop souffert. Et pire, tu mets sa vie en danger avec ces expériences. »« Maman, » intervint doucement Léo. « Je peux te montrer quelque chose ?» Avant que l'un ou l'autre de ses parents ne puisse répondre, il se dirigea vers une table voisine où se trouvait un vase de fleurs. Avec une précision qui fit halter Camille, il tendit la main directement vers une rose jaune spécifique. « Comment as-tu » murmura Camille, ses yeux s'écarquillant. « Je peux voir des ombres maintenant, » expliqua Léo d'un ton neutre. « Ce ne sont pas encore des images claires, mais je peux dire où sont les choses. Hier, j'ai pu voir que papa souriait pendant le dîner. » Camille regarda Daniel, son expression oscillant entre l'incrédulité et la terreur. « C'est impossible. »« Je le pensais aussi, » admit Daniel. « Mais les scanners médicaux le confirment. Léo va mieux. » « Les scanners médicaux n'expliquent pas les miracles, Daniel, et je ne crois pas aux miracles. » Camille se retourna vers son fils. « Léo, maman a besoin que tu fasses une valise. Tu vas rester avec moi pendant un moment. » Le garçon recula instinctivement. « Je ne veux pas y aller, maman. Je veux rester ici avec papa et Maya. »« Cette Maya est exactement le problème, » dit Camille, sa voix devenant dangereusement basse. « Daniel, j'emmène Léo aujourd'hui, et si tu essaies de m'en empêcher, j'irai devant les tribunaux. »« Tu ne peux pas faire ça, » protesta Daniel, la panique montant en lui. « Tu as renoncé à la garde. »« J'ai renoncé à la garde d'un enfant en bonne santé et bien soigné, pas d'un enfant soumis à des expériences pseudo-scientifiques. » Camille sortit son téléphone, tapant rapidement. « Mon avocat prépare déjà une demande de garde d'urgence. Le motif, négligence et exposition à des risques inutiles. » Léo se mit à pleurer silencieusement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des semaines. « Papa, je ne veux pas arrêter le traitement. Je veux continuer à voir. » Camille s'agenouilla à nouveau devant son fils, sa voix artificiellement douce. « Mon amour, papa est confus. Cette fille ne peut pas vraiment te faire voir. Le médecin a déjà expliqué que ta cécité est permanente. »« Mais je vois, » protesta Léo, sa voix remplie de désespoir. « Pas clairement, mais je vois plus chaque jour. »« C'est juste une illusion, mon chéri. Ton cerveau crée de fausses sensations parce qu'il veut tellement y croire. » Camille lança un regard venimeux à Daniel. « Et ton père alimente ses délires de manière irresponsable. » Juste à ce moment, Maya et sa mère apparurent à l'entrée du jardin, venant pour leur travail quotidien. Quand Maya vit la tension dans la pièce, elle s'approcha avec hésitation. « Bonjour, monsieur Ashford. »« Léo, ça va ?» Camille se tourna vers la fillette, son expression devenant glaciale. « Alors, c'est vous la fameuse enfant guérisseuse ?» Maya soutint le regard de Camille sans ciller, une dignité impressionnante émanant de sa petite silhouette. « Je suis Maya, et vous devez être la mère de Léo. »« Je le suis. Et je suis ici pour protéger mon fils de ce que vous lui faites. »
Je l'aide à voir à nouveau, répondit simplement Maya, comme ma grand-mère me l'a appris. Camille rit amèrement. Ma petite, tu n'as aucune idée du mal que tu causes. Tu donnes de faux espoirs et tu endommages peut-être la santé mentale d'un garçon traumatisé. Maya se dirigea vers Léo, lui prenant doucement la main. Léo, montre à ta mère le dessin que tu as fait hier. Avec une précision qui stupéfia tout le monde, Léo se dirigea vers la bonne étagère et prit un morceau de papier spécifique d'une pile. Le dessin montrait une maison avec des fenêtres, une porte, et même des fleurs dans le jardin, des lignes coordonnées et proportionnelles qui seraient impossibles pour quelqu'un de complètement aveugle. Camille arracha le papier des mains de son fils, l'étudiant avec une horreur croissante. Ça ne prouve rien. Quelqu'un aurait pu guider ta main. Personne ne m'a aidé, maman, dit tristement Léo. Je pouvais voir les formes dans ma tête et les dessiner moi-même. Le silence qui s'ensuivit fut rompu par la sonnerie du téléphone de Camille. Elle répondit rapidement, parlant à voix basse à son avocat. Quand elle raccrocha, son expression était déterminée et impitoyable. La requête a été déposée. Un adjoint du shérif sera ici dans 2 heures avec une ordonnance judiciaire temporaire. Elle regarda froidement Daniel. Jusqu'à ce qu'un juge détermine si tu es apte à t'occuper de Léo, il sera sous ma garde. Daniel sentit le monde s'effondrer autour de lui, sachant qu'il avait 2 heures pour trouver une solution ou perdre non seulement son fils, mais aussi la chance de terminer la guérison qui fonctionnait enfin. Avec seulement 1 heure restante avant l'arrivée de l'adjoint, Daniel était dans son bureau, passant des appels désespérés à des avocats, essayant de trouver une faille juridique qui pourrait empêcher Camille d'emmener Léo. Ses mains tremblaient alors qu'il composait les numéros, le sentiment d'impuissance grandissant à chaque « je ne peux pas vous aider » qu'il recevait. C'est alors que Maya entra sans frapper, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Son visage était blanc comme un linge, mais ses yeux brillaient d'une détermination d'acier qui fit interrompre Daniel en plein milieu de sa conversation téléphonique. « Monsieur Ashford, je dois vous dire quelque chose sur ma famille. Quelque chose que ma grand-mère m'a fait promettre de ne révéler que si c'était absolument nécessaire. » Il raccrocha le téléphone, tournant toute son attention vers la fillette. « Maya, ce n'est pas le meilleur moment. »« C'est le seul moment, » l'interrompit-elle en fermant la porte derrière elle. « Ma grand-mère n'est pas morte à cause du don de guérison. Elle a été assassinée. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De quoi parles-tu » Maya s'approcha du bureau, sortant une enveloppe jaunie par le temps d'un petit sac. « Il y a 100 ans, notre famille soignait les gens dans une petite ville des Appalaches. Mon arrière-arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, toutes. Mais certaines personnes puissantes n'aimaient pas voir les pauvres être guéris gratuitement. » Elle ouvrit l'enveloppe, révélant de vieilles photographies et un journal manuscrit. Ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles nous étions des sorcières, que nous faisions des pactes avec le diable. Ils ont convaincu les autorités que nous étions dangereuses. Une par une, les femmes de ma famille ont été éliminées. Daniel prit l'une des photographies montrant une jeune femme qui avait les mêmes yeux profonds que Maya. Ta grand-mère s'est échappée. Elle n'était qu'une enfant quand ils ont tué mon arrière-grand-mère. Elle s'est enfuie en ville, a caché ses pouvoirs, a épousé mon grand-père et a eu ma mère. Mais le don trouve toujours un moyen de se manifester dans la famille. Maya toucha délicatement le journal. Quand je suis née et que j'ai commencé à montrer les capacités, elle m'a tout raconté. Elle m'a appris non seulement à guérir, mais aussi à me protéger. Te protéger de quoi? De gens comme votre ex-femme. Maya le regarda dans les yeux. Des gens qui ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler ou expliquer. Des gens qui préféreraient détruire un miracle plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Daniel se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir Léo jouer sur la pelouse avec une joie qu'il n'avait pas montrée depuis 2 ans, tandis que Camille le regardait avec un air de plus en plus contrarié. Que suggères-tu? Que peut-être il est temps d'utiliser les ressources que vous avez pour protéger ceux qui comptent vraiment. Maya le rejoignit à la fenêtre. Ma grand-mère m'a dit qu'il y aurait toujours un moment dans ma vie où je devrais choisir entre me cacher ou me battre pour ce qui est juste. Avant que Daniel ne puisse répondre, ils entendirent des voix s'élever du jardin. Ils se précipitèrent à la fenêtre et virent quelque chose qui leur glaça le sang à tous les deux. Léo avait trébuché et était tombé, mais au lieu de se relever confus comme il le faisait habituellement, il rampa directement vers l'endroit où il avait laissé tomber un jouet, le ramassant avec une précision absolue. Camille observait la scène avec une horreur croissante, son téléphone déjà à la main, filmant clairement la scène.
Elle va utiliser ça comme preuve, murmura Daniel. Elle dira que nous droguons Léo ou que nous créons une sorte d'illusion. Ou, dit doucement Maya, nous pouvons lui donner une démonstration qu'elle ne peut ni nier ni déformer. De quoi parles-tu? Maya se tourna pour lui faire face. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, Daniel vit une réelle peur dans ses yeux. Je peux rendre à Léo sa pleine vue aujourd'hui. Maintenant, devant sa mère, devant les caméras qu'elle a sûrement apportées. Je peux le faire voir parfaitement, d'une manière qu'aucun sceptique ne pourrait jamais nier. Quel est le prix? Le reste de ma vision. D'un seul coup. Et probablement? Elle déglutit difficilement, probablement ma vie. Daniel, non. Jamais. Je ne te laisserai pas te tuer pour mon fils. Ce ne serait pas un suicide, dit-elle avec un calme effrayant. Ce serait un choix. Le choix de donner tout ce que j'ai pour sauver quelqu'un que j'aime. Tu es une enfant. Tu ne peux pas prendre une décision comme ça. Maya sourit tristement. Monsieur, il y a 3 semaines, vous ne croyiez pas que je pouvais guérir qui que ce soit. Maintenant, vous me dites que je ne peux pas décider de ma propre vie. À ce moment, des coups autoritaires à la porte principale résonnèrent dans la maison. L'adjoint était arrivé plus tôt que prévu. C'est maintenant ou jamais, dit Maya en prenant la main de Daniel. Faites-moi confiance, une dernière fois. Daniel regarda dans les yeux de la fillette, y voyant une sagesse et un courage qui dépassaient de loin ses 9 ans. Dehors, il pouvait entendre Camille monter les escaliers avec l'adjoint, leur voix se rapprochant. Dans quelques minutes, Léo serait emmené et tout espoir de guérison serait perdu à jamais. Si nous faisons cela, dit-il finalement, cela doit être entièrement documenté. Caméra, médecin, témoin. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce qui s'est passé. Maya hocha la tête solennellement. Appelez le docteur Reed. Dites-lui que c'est une urgence médicale. Demandez-lui d'apporter tout l'équipement qu'elle peut. Alors que Daniel attrapait le téléphone avec des mains tremblantes, Maya se dirigea vers la porte. Je vais dire à Léo de se préparer. Et monsieur? Elle s'arrêta sur le seuil sans se retourner. Merci de m'avoir fait confiance. Ma grand-mère disait toujours, le vrai courage n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on est terrifié. Quand elle partit, Daniel réalisa qu'il était sur le point d'assister et de participer à quelque chose qui changerait non seulement leur vie, mais peut-être aussi sa compréhension fondamentale des limites entre le possible et l'impossible. Et au fond de son cœur, une voix lui murmurait qu'après ce jour, plus rien dans sa vie ne serait jamais pareil. 30 minutes plus tard, la bibliothèque du manoir s'était transformée en un centre médical improvisé. Le docteur Reed était arrivé avec 2 autres neurologues et du matériel de surveillance portable, répondant à la demande urgente de Daniel. Des caméras de sécurité avaient été positionnées sous plusieurs angles, et un notaire public avait été convoqué pour documenter officiellement toute la procédure. Camille observait tout avec un mélange d'indignation et d'incrédulité croissante. Daniel, c'est un cirque. Tu penses vraiment que cette mascarade va impressionner un juge? Ce n'est pas une mascarade, répondit-il calmement, bien que son cœur battait si fort qu'il craignait que tout le monde puisse l'entendre. C'est de la science. Une documentation complète d'un phénomène que tu refuses d'accepter. L'adjoint, un homme d'âge mûr nommé Miller, observait tout avec une curiosité professionnelle. Monsieur Ashford, je dois vous rappeler que j'ai l'ordre de retirer l'enfant de cet environnement dès que possible. 20 minutes, plaida Daniel. J'ai juste besoin de 20 minutes pour documenter l'état actuel de mon fils. Après ça, si vous voulez l'emmener, je ne résisterai pas. Léo était assis dans un fauteuil au centre de la pièce, entouré d'équipements médicaux, mais étonnamment calme. Maya se tenait à côté de lui, ses petites mains tremblant légèrement, mais son expression résolue. Le docteur Reed s'approcha avec ses instruments. Léo, je vais faire quelques tests rapides avant, quoi que vous ayez prévu. C'est d'accord? Le garçon hocha la tête patiemment, se soumettant aux examens de ses réflexes pupillaires, aux tests d'acuité visuelle et à un balayage rapide avec un ophtalmoscope portable. Résultat conforme à nos examens précédents, annonça le médecin pour les caméras. Réaction pupillaire minimale mais présente, capacité à distinguer les ombres et les mouvements de base. Cela représente une amélioration significative par rapport à l'état initial du patient, mais c'est encore loin d'une vision normale. Camille croisa les bras, l'air sceptique. Alors vous pouvez arrêter cette farce maintenant. Maya se leva lentement, se déplaçant au centre de la pièce. Sa voix, quand elle parla, avait une qualité différente, plus profonde, plus résonante, comme si elle venait de loin.
Avant de commencer, je veux que tout le monde comprenne ce que vous allez voir. Ce n'est pas un tour, ni de l'hypnose, ni de la suggestion. Ce que je vais faire va à l'encontre des lois de la médecine moderne, mais obéit à des lois bien plus anciennes. Elle s'approcha de Léo, posant doucement ses mains sur ses yeux fermés. Ma famille porte un don qui a été transmis de génération en génération. Le don de transférer l'énergie vitale, d'échanger notre force contre la guérison des autres. C'est ridicule, marmonna Camille. Mais sa voix était moins convaincante qu'elle ne le voulait. Léo, murmura Maya. Es-tu prêt à revoir le monde? Je le suis, répondit-il sans hésitation. Maya ferma les yeux et commença à murmurer dans une langue que personne ne reconnut. Des mots anciens qui semblaient faire vibrer l'air de la pièce. L'équipement médical se mit à biper plus rapidement, enregistrant des changements dans le rythme cardiaque et l'activité neuronale des deux enfants. Puis quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Une douce lumière commença à émaner des mains de Maya. Si faible qu'elle aurait pu être le fruit de l'imagination, mais suffisamment visible pour que les caméras la capturent. La température de la pièce augmenta de plusieurs degrés, et l'air se remplit d'un parfum suave rappelant les fleurs sauvages. « Mon Dieu !» murmura l'un des neurologues en regardant les moniteurs. L'activité cérébrale des deux, c'est impossible. Sur les moniteurs, les ondes cérébrales de Léo montraient des pics d'activité dans son cortex visuel qui auraient dû être impossibles étant donné l'état de ses blessures. Simultanément, les ondes cérébrales de Maya affichaient des schémas erratiques, comme si sa propre activité neuronale était drainée. Maya commença à vaciller légèrement, son visage pâlissant visiblement. De petites gouttes de sang commencèrent à couler de son nez, mais elle ne s'arrêta pas. « Arrêtez ça », dit soudain Camille, sa voix empreinte d'alarme. La fille se fait du mal. « Je ne peux pas m'arrêter », répondit Maya avec difficulté, sa voix s'affaiblissant. « C'est presque terminé. » La lumière émanant de ses mains s'intensifia, devenant clairement visible pour tout le monde dans la pièce. L'équipement médical se mit à biper frénétiquement, enregistrant des changements physiologiques chez les deux enfants qui défiaient toute logique médicale. Léo poussa un cri de surprise et de joie. « Je peux voir. Je peux vraiment voir. Papa, je peux voir ton visage. » Des larmes coulaient sur les joues de Daniel alors qu'il regardait son fils le regarder directement, avec une mise au point claire et une reconnaissance dans les yeux pour la première fois en 2 ans. « Les couleurs sont si vives, » continua Léo, émerveillé. « Et toi, papa, tu pleures, mais tu souris aussi. » Maya, cependant, s'effondrait. Sa peau avait pris une pâleur mortelle, et elle luttait pour rester debout. Le sang de son nez avait augmenté, et ses mains tremblaient violemment. « Maya !» Daniel se déplaça pour la soutenir, mais elle lui fit signe d'arrêter. « Pas encore, murmura-t-elle. Je dois le terminer. » Avec un dernier effort surnaturel, elle intensifia sa concentration. La lumière explosa en un éclair qui fit instinctivement fermer les yeux à tout le monde dans la pièce. Lorsque la lumière se dissipa, Maya s'effondra sur le sol, inconsciente et respirant faiblement. Mais Léo était debout, regardant autour de la pièce avec des yeux qui brillaient de vie et d'une vision parfaite. « Je peux tout voir », murmura-t-il avec respect. « Chaque détail, chaque couleur. C'est comme si le monde était né de nouveau. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bip régulier de l'équipement médical. Tout le monde dans la pièce, sceptique et croyant, regardait un enfant qui avait complètement recouvré la vue grâce à un processus que la science ne pouvait expliquer. Camille, les larmes aux yeux, s'agenouilla à côté de son fils. « Léo, tu peux vraiment voir ? » « Je peux, maman. Et tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » Mais alors que la famille était réunie, Maya gisait immobile sur le sol, ayant tout donné pour rendre la lumière aux yeux d'un enfant qu'elle connaissait à peine. L'ambulance arriva en 15 minutes, mais pour Daniel, cela parut des heures. Il resta agenouillé à côté de Maya, tenant sa petite main froide, tandis que le docteur Reed surveillait ses signes vitaux avec une inquiétude croissante. La respiration de la fillette était superficielle et irrégulière, ses lèvres prenant une teinte bleutée qui fit battre son cœur de terreur. « Le pouls est faible et filant », murmura le médecin à ses collègues. La température corporelle est dangereusement basse. Signe de choc neurogénique. C'est comme si tout son système nerveux était en train de s'arrêter. Léo, encore ébloui par sa vue retrouvée, observait tout avec une compréhension qui transcendait ses 8 ans. « Elle m'a donné une partie d'elle-même, n'est-ce pas ?» Sa petite voix était lourde d'une culpabilité dévastatrice. « Maya est blessée à cause de moi.
Ce n'est pas à cause de toi, mon fils, dit doucement Daniel, tenant toujours la main de Maya. C'est à cause de l'amour. Elle a choisi de faire ça parce qu'elle t'aime. Camille, visiblement secouée par les événements, s'approcha avec hésitation. Le scepticisme féroce qu'elle avait affiché des heures plus tôt avait été remplacé par une profonde confusion et une peur croissante. Daniel, que s'est-il passé ici? Comment est-ce possible? Avant qu'il ne puisse répondre, les ambulanciers entrèrent dans la pièce, se déplaçant avec une efficacité professionnelle. Quand ils virent Maya, leurs expressions passèrent à une alarme immédiate. Femme, environ 9 ans, inconsciente, signes vitaux instables, communiqua le chef d'équipe par radio alors qu'ils préparaient leur équipement. Empoisonnement possible ou traumatisme neurologique grave. Ce n'est pas un empoisonnement, intervint le docteur Reed. C'est complexe. Je vous accompagnerai à l'hôpital et vous expliquerai en chemin. Alors qu'il transférait Maya sur le brancard, elle ouvrit brièvement les yeux, cherchant Daniel. Quand elle le trouva, ses lèvres bougèrent dans un murmure presque inaudible. « Prends soin de Léo. Pour moi. » « Maya, ne parle pas comme ça, dit Daniel, sa voix se brisant. « Tu vas aller bien. Nous allons prendre soin de toi. » Mais les yeux de la fillette s'étaient déjà refermés et les ambulanciers la précipitèrent vers l'ambulance. Le docteur Reed suivit, promettant d'appeler dès qu'elle saurait quelque chose. Le silence qui suivit dans la bibliothèque était assourdissant. L'adjoint Miller regardait la scène, son expression étant celle d'un complet désarroi. Il était venu signifier une ordonnance de garde de routine et avait fini par assister à quelque chose qui défiait sa compréhension du monde. « Monsieur Ashford, dit-il finalement, je dois rapporter ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. » Camille s'approcha de l'adjoint, mais toute son attitude avait changé. « Adjoint, je voudrais retirer la demande de garde. » Tout le monde se tourna pour la regarder, stupéfait. Elle tenait Léo, qui la voyait clairement pour la première fois en 2 ans. « Êtes-vous sûre, madame ?» demanda l'adjoint. « D'après mes papiers, vous étiez très préoccupée par le bien-être de l'enfant. » Camille regarda son fils, puis Daniel, ses mots sortant avec difficulté. « J'avais tort. Complètement tort. Ce qui s'est passé ici, je ne sais pas comment l'expliquer, mais mon fils est guéri. Vraiment guéri. » Elle s'interrompit, essuyant les larmes qui coulaient sur son visage. « Et une petite fille a sacrifié sa propre santé pour que cela arrive. » Léo s'écarta de l'étreinte de sa mère, se dirigeant vers la fenêtre d'où il pouvait voir l'ambulance s'éloigner. « Je veux aller à l'hôpital, dit-il avec détermination. Je veux être avec Maya. Mon fils, peut-être qu'il vaut mieux. »« Papa, » interrompit Léo en se tournant avec des yeux qui brillaient de résolution. « Elle m'a donné mes yeux. C'est le moins que je puisse faire. » 1 heure plus tard, la famille se trouvait dans la salle d'attente de l'hôpital, une réunion improbable qui aurait été impensable ce matin-là. Camille avait annulé tous ses rendez-vous et appelé son avocat pour retirer définitivement la demande de garde. Léo dessinait dans un cahier, chose qu'il n'avait pas faite depuis 2 ans. Mais ses yeux se tournaient constamment vers la porte où les médecins avaient emmené Maya. La mère de Maya, Rosa, arriva en larmes après avoir reçu l'appel. C'était une femme simple, à l'air fragile, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Quand elle vit Daniel, ses yeux se remplirent d'un mélange de gratitude et de douleur. Elle a toujours su que cela arriverait, dit Rosa entre 2 sanglots. Depuis qu'elle est petite, elle disait qu'un jour elle donnerait sa lumière à quelqu'un de spécial. J'ai essayé de la convaincre de ne pas utiliser le don, de vivre une vie normale, mais elle disait qu'elle ne pouvait pas ignorer qui elle était vraiment. « Rosa, je suis tellement désolée, » commença Daniel, mais elle secoua la tête. « Ne le soyez pas. Elle a choisi cela, tout comme ma mère a choisi et ma grand-mère avant elle. C'est le destin des femmes de notre famille. » Elle regarda Léo, qui observait la conversation avec attention. « Mais maintenant je comprends pourquoi. Regardez ce garçon. Regardez la joie dans ses yeux. » Le docteur Reed apparut à la porte de la salle d'attente, son expression grave faisant se lever tout le monde immédiatement. « Comment va-t-elle » demanda Daniel, le cœur dans la gorge. « Stable mais critique. Son corps est entré dans un état d'hibernation. C'est comme si tous ses systèmes fonctionnaient au strict minimum nécessaire pour la maintenir en vie. » Le médecin s'interrompit. « Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si elle avait transféré non seulement de l'énergie, mais une partie de sa propre force vitale. » « Va-t-elle s'en sortir » demanda doucement Camille. « Nous ne savons pas. Les prochains jours seront cruciaux.
Le médecin regarda directement Daniel. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Pendant les scanners, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire dans son cerveau. Des schémas neuronaux qui suggèrent qu'elle pourrait avoir des capacités qui vont au-delà de la guérison. Quel genre de capacité? La précognition. La capacité de voir des événements futurs. Les schémas sont cohérents avec quelques rares cas documentés dans la littérature médicale. Le médecin hésita. Il est possible qu'elle savait exactement ce qui allait se passer aujourd'hui et qu'elle ait choisi de le faire quand même. Léo se leva soudainement, ses nouveaux yeux brillants de détermination. « Je peux la voir? Mon fils, elle est inconsciente. S'il te plaît, papa. Je dois lui parler même si elle ne peut pas répondre. » Daniel regarda le docteur Reed, qui hocha la tête à contre-cœur. 5 minutes. Juste 5 minutes. Alors qu'il descendait le couloir de l'hôpital, Daniel ne put se défaire du sentiment qu'il se dirigeait vers un moment qui changerait leur vie une fois de plus. La chambre d'hôpital était un sanctuaire de silence, rompu seulement par le bip rythmé des moniteurs. Maya gisait dans le lit, si petite et frêle qu'elle semblait disparaître dans les draps blancs. Des tubes et des fils reliaient son minuscule corps à des machines qui surveillaient chaque battement de cœur, chaque respiration laborieuse. Léo s'approcha lentement, ses yeux nouvellement guéris observant chaque détail du visage pâle de la fillette. Pour la première fois, il pouvait vraiment la voir. Les cheveux sombres étalés sur l'oreiller, les petites mains qui avaient accompli un miracle, les lèvres qui avaient murmuré des mots de guérison. « Maya, dit-il doucement en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Je sais que tu ne m'entends peut-être pas, mais je dois te remercier. » Daniel resta à la porte, regardant son fils parler à la fillette inconsciente. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène, un enfant qui avait reçu le don de la vue parlant à celle qui avait sacrifié la sienne pour le lui donner. « Quand j'étais dans le noir, continua Léo, sa voix tremblant d'émotion, je rêvais de ce que ce serait de revoir. Je rêvais de couleurs, de visages, du soleil brillant sur les jardins. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait si magique. » À la surprise de tous, les moniteurs commencèrent à montrer un léger changement dans les schémas cérébraux de Maya. Le docteur Reed, qui était entré silencieusement, observait les données avec un intérêt croissant. « Continue de parler, murmura-t-elle à Léo. Je pense qu'elle réagit à ta voix. » Léo se pencha plus près. « Maya, je veux que tu saches que je vais utiliser ces yeux pour de bonnes choses. Je vais dessiner de beaux tableaux. Je vais voir quand les gens sont tristes pour pouvoir les aider. Je vais veiller sur le monde que tu m'as rendu et j'en prendrai soin. » Les paupières de Maya s'entr'ouvrirent. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il bougeait comme s'il voyait quelque chose de lointain, bien au-delà des murs de l'hôpital. « Léo, murmura-t-elle, sa voix si faible qu'elle était à peine audible. Tu es venu. Je suis venu. Comment te sens-tu? » Maya essaya de sourire, mais l'expression de son visage était étrangement sereine. « Je vois des choses. De belles choses. Des choses qui vont encore arriver. Quel genre de choses? Tu seras médecin quand tu seras grand. Tu aideras d'autres enfants comme toi tu as été aidé. » Ses yeux se fixèrent sur quelque chose que seule elle pouvait voir. « Et tu auras une petite sœur, une fille aux yeux clairs qui rit beaucoup. » Daniel s'approcha, intrigué. « Maya, comment sais-tu cela? Quand on donne beaucoup de soi-même, on acquiert parfois la capacité de voir à travers le temps, expliqua-t-elle avec une sagesse qui transcendait ses 9 ans. Ma grand-mère m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Le docteur Reed prenait des notes rapides, fasciné par les schémas neuronaux qui apparaissaient sur les moniteurs. Maya, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous voyez? Les yeux de la fillette se tournèrent vers Daniel. Monsieur, vous allez vous remarier, avec une femme aux cheveux d'or qui travaille à aider les enfants spéciaux. Elle aimera Léo comme s'il était son propre fils. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment une enfant pouvait-elle prédire sa future vie amoureuse? Et votre mère? Continua Maya, regardant maintenant au-delà de la porte où Camille attendait dans le couloir. Elle fera à nouveau partie de la famille. Pas comme épouse, mais comme amie, comme une vraie mère. Léo tenait la petite main de Maya. Et toi? Que vois-tu pour toi? Maya ferma les yeux un instant, une expression de paix profonde s'installant sur son visage. Je vois que mon voyage ici n'est pas encore terminé. Je vais être malade pendant un certain temps, très malade. Mais je vais guérir. Elle ouvrit les yeux, regardant directement Léo. Parce que j'ai découvert quelque chose que ma grand-mère ne savait pas. Quoi?
que lorsque vous sauvez quelqu'un avec un amour véritable, une partie de cet amour vous revient. Et l'amour a le pouvoir de guérir même le guérisseur. Elle serra faiblement la main de Léo. Tu m'as donné quelque chose, Léo. Quand tu m'as laissé t'aider, quand tu as cru en moi, tu m'as donné de l'espoir. Le docteur Reed observa un changement subtil mais significatif sur les moniteurs. Ces signes vitaux se stabilisent, murmura-t-elle, incrédule. Il y a encore une chose, dit Maya, sa voix se renforçant. Je vois un endroit, une clinique où des enfants comme Léo viennent chercher de l'aide. Un endroit où la médecine traditionnelle et d'autres formes de guérison travaillent ensemble. Daniel s'assit sur le bord du lit. Une clinique ? Vous allez la construire, monsieur. Et je vais vous aider. Quand je serai plus grande, quand j'apprendrai à mieux contrôler le don, nous allons aider beaucoup d'enfants ensemble. Maya sourit. Et pour la première fois depuis le rituel, elle ressemblait vraiment à la fillette de 9 ans qu'elle était. Mais d'abord, vous allez m'apprendre à lire tous ces livres dans votre bibliothèque. Léo rit, des larmes de joie coulant sur son visage. Tu veux apprendre à lire ? Je veux tout apprendre. Les mathématiques, les sciences, l'histoire. Ma grand-mère disait toujours que la connaissance est une autre forme de pouvoir. Et si je veux aider les gens, je dois être intelligente, pas seulement spéciale. À ce moment, Camille apparut à la porte, hésitante. Puis-je entrer ? Maya lui fit signe de s'approcher. Bien sûr, Madame Camille. Je sais que vous avez eu peur aujourd'hui. Camille s'approcha, traitant clairement encore tout ce dont elle avait été témoin. Maya, je suis tellement désolée d'avoir douté de toi, d'avoir essayé de t'éloigner de Léo. Vous protégiez votre fils. N'importe quelle mère ferait de même. Maya tendit une main faible vers Camille. Mais maintenant vous savez que parfois, les choses les plus impossibles sont les plus vraies. Camille prit la main de la fillette, surprise par la sensation de chaleur et de paix qui la toucha. Comment pourrais-je jamais te remercier pour ce que tu as fait ? En étant une vraie famille. Tous ensemble. Léo en a besoin pour grandir fort et heureux. Maya regarda chacun des adultes. Et moi, j'aurais aussi besoin d'une famille, pour apprendre à vivre avec ce don sans m'y perdre. Alors qu'ils se tenaient là, unis autour du lit d'hôpital, Daniel réalisa que Maya avait fait plus que rendre la vue à son fils. Elle leur avait montré à tous une nouvelle façon de se voir, une nouvelle possibilité pour une famille construite non seulement sur le sang, mais sur l'amour, le sacrifice et l'espoir partagé. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs que Léo pouvait voir parfaitement. Des couleurs qu'il ne tiendrait plus jamais pour acquises. 3 semaines après le miracle dans la bibliothèque, le manoir Ashford s'était transformé en toute autre chose. Maya se remettait lentement, passant ses journées entre l'hôpital et la maison, où une chambre avait été spécialement préparée pour elle au même étage que celle de Léo. L'amitié entre les deux enfants s'était épanouie d'une manière qui surprenait tous les adultes autour d'eux. Mais avec la guérison de Maya, quelque chose d'inattendu se produisait. Léo n'avait pas seulement retrouvé la vue. Il développait des capacités qui allaient bien au-delà de la normale. « Papa », dit-il un jeudi matin alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur la véranda. Cette dame aux cheveux gris qui vient rendre visite à Maya aujourd'hui, elle est très triste à l'intérieur. Daniel arrêta de boire son café. « Quelle dame, mon fils ? Celle qui va arriver à 10h30. Elle conduit une voiture bleue et elle s'inquiète pour son petit-fils qui vit loin. » Léo dit cela avec la même désinvolture qu'il parlerait de la météo. À 10h30 précise, une femme aux cheveux gris arriva au volant d'une voiture bleue, cherchant Maya. C'était Madame Gable, une voisine qui avait entendu des rumeurs sur les capacités de la fillette et était venue chercher de l'aide pour un petit-fils souffrant de dépression dans un autre état. Le docteur Reed, qui venait maintenant régulièrement pour surveiller les deux enfants, observait ces manifestations avec une fascination scientifique et une conviction croissante qu'elle était témoin de quelque chose de sans précédent dans la littérature médicale. Les voies neuronales de Léo ne se sont pas seulement régénérées, expliqua-t-elle à Daniel lors d'une consultation privée. Elles se sont étendues. C'est comme si le processus de guérison avait éveillé des zones dormantes de son cerveau. Est-ce dangereux ? Honnêtement, nous ne savons pas. Mais jusqu'à présent, tous les signes sont positifs. Il est plus intelligent, plus empathique, plus connecté au monde qui l'entoure. Maya, de son côté, apprenait à contrôler ses propres dons étendus. Les visions du futur venaient plus fréquemment maintenant, mais elle développait la capacité de les diriger, de chercher des informations spécifiques plutôt que de simplement les recevoir passivement.
C'est comme apprendre à utiliser un nouveau muscle, expliqua-t-elle à Léo alors qu'ils étudiaient ensemble dans la bibliothèque. Au début, ça fait mal et on ne peut pas le contrôler, mais avec de la pratique, ça devient plus facile. L'éducation de Maya était devenue une priorité pour Daniel. Il avait engagé des tuteurs privés et était déterminé à s'assurer qu'elle ait toutes les opportunités éducatives que son intelligence remarquable méritait. La fillette absorbait les connaissances à une vitesse étonnante, comme si elle rattrapait des années de scolarité formelle perdues. Un après-midi, alors qu'ils étudiaient les mathématiques avancées, une matière que Maya avait maîtrisée en seulement 2 semaines, Léo posa une question qui changerait le cours de leur vie. « Maya, peux-tu voir d'autres enfants qui ont besoin d'aide ?» Elle ferma le livre, considérant attentivement la question. « Je le peux. J'en vois beaucoup. Pourquoi demandes-tu ? Parce que je n'arrête pas de penser que si nous deux avons pu faire ça, si nous avons rendu l'impossible possible, peut-être que nous pouvons aussi aider d'autres enfants. » Maya sourit, ses yeux brillant d'une idée qui prenait forme. « Penses-tu à la clinique que j'ai vue dans mes visions ? J'y pense. Mais pas seulement une clinique ordinaire. Un endroit spécial où des enfants comme nous peuvent venir non seulement pour être guéris, mais pour apprendre à utiliser leurs propres dons. » Ce soir-là, pendant le dîner, un événement qui incluait désormais Maya, sa mère Rosa, et étonnamment Camille, qui avait commencé à rendre visite régulièrement, Léo partagea son idée. « Je veux aider d'autres enfants, dit-il, sa voix remplie de détermination. Des enfants aveugles, des enfants malades, des enfants qui ont perdu espoir. Je veux qu'ils aient la même chance que moi. » Camille, qui avait radicalement changé ces dernières semaines, soutint immédiatement l'idée. « Léo, c'est magnifique. Mais comment ferais-tu » Maya se pencha en avant, ses yeux brillants de vision du futur. « Je vois un grand endroit avec des jardins comme ceux-ci. Des médecins travaillant aux côtés de personnes comme moi. Des enfants arrivant tristes et repartant heureux. Et je vois quelque chose de plus, » ajouta Léo, sa nouvelle perception étendue captant des nuances qui lui échappaient autrefois. « Je vois que nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres enfants dans le monde qui ont des dons spéciaux, mais ne savent pas comment les utiliser. Ils ont besoin d'un endroit sûr pour apprendre. » Daniel observa la conversation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Êtes-vous sûr de vouloir porter cette responsabilité ? Vous êtes encore des enfants. »« Papa, dit doucement Léo. Quand Maya m'a rendu la vue, elle ne m'a pas seulement donné mes yeux. Elle m'a donné un but. Je sais que je suis né pour ça. » Maya hocha la tête. « Ma grand-mère disait toujours que les grands dons s'accompagnent de grandes responsabilités. Mais elle disait aussi que lorsque vous trouvez votre véritable vocation, ce n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. » Rosa, qui parlait rarement pendant les repas, essuya une larme. « Ma fille a raison. Pendant des générations, les femmes de notre famille ont utilisé leurs dons en secret, dans la peur. Mais vous deux, vous pouvez changer cela. Vous pouvez montrer au monde qu'il existe d'autres moyens de guérir. » Le docteur Reed, qui avait été invité à dîner, surprit tout le monde en approuvant l'idée. « D'un point de vue médical, je suis intrigué. Ce qui s'est passé ici défie tout ce que nous savons sur la neurologie et la guérison. Si nous pouvions étudier et documenter des cas similaires… » « Exactement, » dit Daniel, une idée prenant forme dans son esprit. « Ce ne serait pas seulement un centre de guérison alternative. Ce serait un institut de recherche où la science et d'autres formes de savoir pourraient travailler ensemble. » Camille sourit, une expression que Daniel n'avait pas vue depuis des années. « J'aimerais aider aussi. J'ai toujours travaillé dans le marketing, mais c'est différent. C'est important. » Alors qu'ils planifiaient l'avenir, aucun d'eux ne remarqua les silhouettes sombres qui observaient au-delà des jardins. Des gens qui avaient entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé au manoir Ashford. Des gens qui voyaient du pouvoir là où ils voyaient de l'espoir. Des gens qui avaient des plans très différents pour les capacités extraordinaires des deux enfants. La tempête qui avait traversé leur vie cédait la place à une nouvelle aube. Mais tous les défis n'avaient pas été surmontés. Certains, en fait, ne faisaient que commencer. Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva un samedi matin, lorsque Maya se réveilla en hurlant d'un cauchemar qui semblait trop réel pour n'être qu'un rêve. Léo, dormant dans la chambre voisine, courut à son secours, la trouvant en panique, une sueur froide couvrant son visage pâle. « Ils arrivent » murmura-t-elle en serrant fort le bras de Léo. « Des hommes en costume sombre avec de mauvaises intentions. Ils veulent nous emmener. »« Qui veut nous emmener ?» demanda Léo, sa propre intuition étendue captant des vagues de danger imminent. « Des gens qui pensent que nous sommes des expériences.
qui veulent étudier nos dons pour les utiliser de la mauvaise manière. Maya tremblait violemment. J'ai vu des laboratoires, Léo. Des laboratoires froids où ils nous séparent et font des tests douloureux. Daniel accourut au son de leurs voix élevées. Quand Maya lui raconta sa vision, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces derniers jours, il avait remarqué des voitures étranges passant lentement devant la maison, des appels téléphoniques qui se coupaient quand il répondait, un sentiment persistant d'être observé. « Je dois passer quelques appels, » dit-il, essayant de rester calme pour ne pas effrayer davantage les enfants. Au cours de la matinée, Daniel découvrit que ses soupçons étaient fondés. Un contact dans la sécurité d'entreprise confirma que des enquêtes discrètes étaient menées sur sa famille. Des agences gouvernementales anonymes, des laboratoires de recherche génétique privés, et même des organisations étrangères s'intéressaient aux événements anormaux qui s'étaient produits sur sa propriété. Monsieur Ashford, expliqua son chef de la sécurité, Rick, lors d'une réunion d'urgence, nous avons identifié au moins 3 groupes différents surveillant la maison. L'un semble être gouvernemental, un autre corporatif, et le troisième, eh bien, nous ne pouvons pas l'identifier. La situation devint critique lorsque le docteur Reed appela, visiblement troublé. Daniel, je dois te prévenir de quelque chose. J'ai été approché par des représentants d'une organisation se faisant appeler l'Institut de recherche avancée. Ils voulaient toutes les données médicales sur les enfants et ont offert une somme substantielle. Et toi? J'ai évidemment refusé et n'ai rien remis. Mais ils ne semblaient pas accepter un non comme réponse. Ils ont mentionné qu'ils avaient des moyens d'obtenir la coopération nécessaire. Cet après-midi-là, alors que les enfants étudiaient dans la bibliothèque sous la protection d'une sécurité renforcée, Daniel reçut un appel qui lui glaça le sang. Monsieur Ashford, la voix à l'autre bout du fil était froide et professionnelle. Mon nom est Dr Marcus Sterling. Je représente un consortium de recherche internationale. Nous sommes au courant des capacités spéciales développées par votre fils et la jeune Maya. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Ashford, nous avons une documentation complète des événements, y compris des enregistrements de sécurité et des rapports médicaux. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes. Au contraire, nous voulons offrir des opportunités extraordinaires. Daniel serra le poing, forçant sa voix à rester neutre. Quel genre d'opportunité? Un environnement contrôlé où les enfants pourraient développer leurs capacités à leur plein potentiel. Des ressources illimitées, les meilleurs scientifiques du monde, la chance d'aider l'humanité de manière inimaginable. Et si je refuse? Le silence à l'autre bout du fil était plus menaçant que n'importe quelle menace explicite. Monsieur Ashford, certaines découvertes transcendent la propriété individuelle. Il y a des intérêts plus importants en jeu. Quand Daniel raccrocha, ses mains tremblaient. Il savait exactement ce que cela signifiait. S'il ne livrait pas les enfants volontairement, il serait pris de force. Juste à ce moment, Léo et Maya entrèrent en courant dans son bureau, tous deux avec des expressions alarmées. « Papa, il faut qu'on parte d'ici, » dit Léo d'urgence. « Tout de suite. »« Comment le sais-tu » Maya répondit d'une voix tendue. « Je vois des voitures arriver. Beaucoup de voitures. Dans moins d'1 heure. Et je le sens, » ajouta Léo. « Je sens de mauvaises intentions qui s'approchent comme une sombre tempête. » Daniel prit la décision la plus rapide de sa vie. Il prit le téléphone et appela Rick. « Activez le protocole d'urgence. Nous devons évacuer la maison dans 30 minutes. » Alors que l'équipe de sécurité se mobilisait, Daniel rassembla rapidement sa famille élargie. Camille arriva en un temps record après son appel. Rosa fut amenée de la maison du personnel et même le docteur Reed, qui avait insisté pour rester pour aider, rejoignit le groupe. « Où allons-nous » demanda Camille, clairement effrayée. « J'ai une maison sécurisée dans le nord de l'État » expliqua rapidement Daniel. « Un endroit que j'ai acheté il y a des années comme refuge, complètement hors réseau. » Maya, qui était restée silencieuse pendant les préparatifs, attrapa soudainement le bras de Daniel. « Monsieur, dans mes visions, je vois que nous ne pouvons pas fuir éternellement. Ils continueront à nous pourchasser jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors que faisons-nous? Nous avons besoin d'alliés. Des gens puissants qui peuvent nous protéger. » Ses yeux se fixèrent sur quelque chose de lointain. « Je vois des journalistes, des caméras, de la lumière. Beaucoup de lumière. » Léo hocha la tête, comprenant immédiatement. Elle a raison. Si nous rendons notre histoire publique, il leur sera plus difficile de nous prendre en secret. Êtes-vous sûr?
Une fois que cela deviendra public, vos vies ne seront plus jamais privées. Les deux enfants se regardèrent. Une communication silencieuse passa entre eux. Finalement, Maya parla. Nous préférions vivre dans la lumière que mourir dans l'obscurité. Alors que les derniers préparatifs étaient faits, Daniel appela ses contacts dans les médias. S'ils devaient rendre l'histoire publique, ils le feraient de la bonne manière, racontant leur propre version avant que d'autres ne puissent déformer les faits. Dehors, le grondement des moteurs se rapprochait. Mais cette fois, la famille était prête. Ils n'allaient pas seulement fuir les ombres. Ils allaient apporter la lumière avec eux, exposant ceux qui essayaient de se cacher dans l'obscurité. La vraie bataille ne faisait que commencer. Mais maintenant, ils savaient qu'ils ne se battaient pas seuls. Ils savaient les uns les autres. Ils avaient la vérité. Et surtout, ils avaient la détermination de deux enfants extraordinaires qui refusaient que leurs dons soient utilisés pour le mal. Alors qu'ils laissaient le manoir derrière eux, Léo jeta un dernier regard sur les jardins où tout avait commencé, avec la promesse impossible d'une fillette de 9 ans. Maintenant, 6 semaines plus tard, cette promesse s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, une mission pour protéger non seulement leurs propres dons, mais aussi l'espoir de tous les enfants spéciaux qui n'avaient pas encore découvert leurs propres capacités extraordinaires. La maison sécurisée dans le nord de l'État était un refuge modeste mais confortable, caché parmi des collines verdoyantes, à quelques heures de la ville. Daniel avait acheté la propriété des années auparavant comme retraite personnelle, n'imaginant jamais qu'elle servirait un jour de sanctuaire pour sa famille élargie et 2 enfants aux dons extraordinaires. Pendant les 3 jours qui suivirent leur fuite, la maison se transforma en centre de commandement. Des journalistes d'investigation, des avocats spécialisés dans les droits de l'homme et même quelques politiciens influents furent discrètement contactés. La stratégie était claire, exposer la vérité de manière si complète et convaincante que toute tentative de les réduire au silence ou de les prendre de force deviendrait un scandale public international. Annabelle Chess, une journaliste renommée connue pour ses enquêtes sur les malversations d'entreprises, fut la première à arriver. Quand elle vit Léo démontrer sa vision étendue, identifiant avec précision des objets cachés dans des boîtes scellées, et Maya prédire précisément l'arrivée d'un livreur que personne n'attendait, son expression passa du scepticisme à une fascination respectueuse. En 20 ans de journalisme, je n'ai jamais rien vu de tel, admit-elle en ajustant ses caméras pour tout documenter. Avez-vous une idée de l'ampleur de ce que cela représente ? Nous en avons une, répondit Maya avec sa sagesse caractéristique. C'est pourquoi nous devons protéger non seulement nous-mêmes, mais aussi d'autres enfants qui pourraient avoir des dons similaires. Au cours des interviews, toute l'histoire émergea, de cette première promesse impossible dans le jardin à la persécution actuelle. Le docteur Reed fournit toute la documentation médicale, prouvant scientifiquement les changements neurologiques impossibles dont elle avait été témoin. Rosa raconta l'histoire familiale de persécution sur plusieurs générations, et Camille offrit sa perspective de mère sceptique qui avait été témoin d'un miracle. Mais ce fut la démonstration finale qui scella l'impact du reportage. Je veux vous montrer quelque chose qui peut aider d'autres personnes, dit Léo aux caméras, sa voix ferme malgré son jeune âge. Il se dirigea vers une table où se trouvaient plusieurs photographies d'enfants malades, envoyées par des familles désespérées qui avaient entendu des rumeurs sur les événements du manoir Ashford. Prenant la photo d'une fillette de 5 ans atteinte d'un cancer en phase terminale, Léo ferma les yeux en concentration. Elle est à l'hôpital St. John, chambre 407. Les médecins pensent qu'il n'y a plus d'espoir, mais... Il ouvrit les yeux, qui brillaient d'une lumière spéciale. Il y a un nouveau traitement expérimental qui est arrivé à l'hôpital hier. Si la famille demande à parler au docteur Robert Evans, il peut l'inscrire au programme. Annabelle vérifia immédiatement l'information par téléphone. Le docteur Robert Evans existait bien, était arrivé à l'hôpital la veille avec un nouveau protocole expérimental, et la fillette de la photo se trouvait exactement dans la chambre 407. « Comment saviez-vous cela ?» demanda Annabelle, sa voix tremblant d'émotion. « Quand on veut vraiment aider quelqu'un, » expliqua Maya, « l'univers conspire pour vous montrer le chemin. » L'histoire fut diffusée un jeudi soir, simultanément à la télévision nationale et internationale, ainsi que sur toutes les plateformes numériques. L'impact fut immédiat et écrasant. En quelques heures, #enfants spéciaux et #vrai miracle étaient en tendance mondiale. Des familles de tout le pays commencèrent à partager des histoires d'enfants aux capacités inexpliquées qui avaient été cachées par peur. Des scientifiques de renom prirent la parole publiquement, certains sceptiques, d'autres fascinés, mais tous convenant que le cas méritait une enquête sérieuse, et non une exploitation clandestine. Plus important encore,
des politiciens influents prirent publiquement position pour protéger les enfants. La sénatrice Morrison, connue pour son plaidoyer en faveur des droits des enfants, annonça qu'elle préparait une législation spécifique pour protéger les enfants aux capacités spéciales de l'exploitation par des organisations privées ou gouvernementales. Le deuxième jour après la diffusion, le docteur Marcus Sterling appela à nouveau, mais cette fois, sa voix n'avait plus son assurance menaçante. « Monsieur Ashford, il semble que vous ayez pris une décision malheureuse. Au contraire, docteur. Nous avons pris la seule décision possible. La lumière de la vérité est toujours préférable aux ombres de l'exploitation. Ce n'est pas fini. Vous avez raison. Ce n'est que le début. Mais maintenant, ça commence selon nos termes. » Quand Daniel raccrocha, il trouva Léo et Maya sur le porche, regardant le coucher de soleil sur les collines. La paix sur leurs visages contrastait radicalement avec la tension des derniers jours. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il en s'asseyant entre eux. « Libre » répondit simplement Léo. « Pour la première fois depuis que j'ai retrouvé la vue, je me sens vraiment libre. » Maya hocha la tête. « Et plein d'espoir. Je vois tant d'enfants qui n'auront plus à se cacher. Tant de familles qui n'auront plus à avoir peur. » Cette nuit-là, une nouvelle confirma leurs espoirs les plus optimistes. La famille de la fillette atteinte de cancer avait réussi à l'inscrire au traitement expérimental. Des dizaines d'autres familles avaient cherché une aide médicale sur la base des informations que Léo avait fournies sur leurs enfants, et les premiers résultats étaient prometteurs. Encore plus significatif, des enfants de tout le pays se manifestaient, révélant des capacités qu'ils avaient cachées pendant des années. Une fillette de 10 ans à Austin, au Texas, qui pouvait guérir des blessures mineures par le toucher. Un garçon de 12 ans à Portland, en Oregon, qui pouvait prédire les tremblements de terre des jours à l'avance. Un enfant de 8 ans à Chicago qui pouvait communiquer avec les animaux blessés. C'est comme si nous avions donné à tout le monde la permission d'être qui ils sont vraiment, observa Maya en lisant les centaines de lettres qui arrivaient chaque jour. Camille, qui avait passé les derniers jours à coordonner la réponse médiatique, les rejoignit avec une expression radieuse. « J'ai des nouvelles. 3 grandes universités ont offert des partenariats pour créer l'institut dont vous rêviez. Et un milliardaire philanthrope a offert un financement complet pour les 5 premières années. » Daniel sourit, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Il semble que notre voyage ne fasse que commencer. Et cette fois, dit Léo en prenant la main de Maya, nous ne marcherons pas seuls. Nous marcherons avec tous les enfants spéciaux du monde, leur montrant que être différent ne signifie pas être dangereux, et que certains dons sont faits pour être partagés, pas cachés. » Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, la famille sut qu'elle avait gagné la première bataille d'une guerre bien plus grande. Mais ils savaient aussi que, unis par la vérité et protégés par la lumière publique, ils étaient prêts à relever tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver. 1 an après ce samedi ensoleillé qui a changé leur vie pour toujours, Daniel se promenait sur les terres d'une propriété bien plus grande que son ancien manoir. L'Institut de l'Espoir, comme il avait été nommé, occupait une propriété de 20 hectares dans la vallée de l'Hudson, avec des jardins thérapeutiques, des laboratoires de recherche intégrés, des salles de classe adaptées, surtout, un environnement où les enfants spéciaux pouvaient s'épanouir sans crainte. La matinée était particulièrement belle, le soleil doré filtrant à travers les arbres que lui et Léo avaient plantés ensemble le premier jour de la construction. Au loin, il pouvait entendre les rires des enfants jouant dans les jardins, un son dont il ne se lassait jamais. « Papa !» La voix de Léo résonna à travers la pelouse, interrompant ses pensées. Le garçon courut vers lui, suivi de près par une fillette aux cheveux d'or que Daniel reconnut comme étant Sophia, l'une des premières enfants à être arrivée à l'institut. À 7 ans, elle avait été abandonnée par ses parents lorsque ses capacités télépathiques avaient commencé à se manifester. « Devine quoi ?» dit Léo en s'arrêtant devant son père, les yeux brillants de joie. Sophia a pu parler à ses parents aujourd'hui. Maya l'a aidé à mieux contrôler son don, et maintenant elle peut envoyer des pensées positives au lieu de simplement lire les émotions des gens. Sophia hocha la tête timidement, mais son sourire était radieux. Mes parents viennent me voir ce week-end. Ils ont dit que je leur manquais et qu'ils voulaient apprendre à mieux me comprendre. Daniel s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. C'est merveilleux, Sophia. Je suis sûr que ce sera une belle réunion. Alors que les enfants retournaient à leurs activités, Daniel continua sa promenade jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur de l'institut, un pavillon central de verre et de bois où Maya travaillait avec un groupe d'adolescents, leur enseignant des techniques de guérison qui combinaient leurs dons naturels avec des connaissances médicales traditionnelles.
À 10 ans, Maya était devenue non seulement la plus jeune instructrice de l'Institut, mais aussi l'une des plus respectées. Sa sagesse innée combinée à l'éducation formelle que Daniel avait insisté pour lui fournir en faisait un pont parfait entre les mondes scientifiques et mystiques. « Comment vont les nouveaux élèves ?» demanda Daniel en observant un groupe de 5 jeunes pratiquant des exercices de concentration. « Ils progressent bien, répondit Maya, sa voix portant maintenant l'assurance de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable vocation. Michael a complètement guéri l'arthrite de Madame Hélène hier et Caroline apprend à diriger ses visions pour aider la police à retrouver des enfants disparus. L'Institut était devenu un phénomène mondial. Des enfants spéciaux arrivaient de tous les continents. Certains amenés par des familles pleines d'espoir, d'autres sauvés de situations de négligence ou d'exploitation. Chacun y trouvait non seulement une formation pour ses dons, mais aussi de l'amour, de l'acceptation et une famille élargie qui comprenait leurs différences. Le docteur Reed, qui dirigeait maintenant le département médical de l'Institut, s'approcha avec son habituel presse-papier. « Daniel, j'ai les résultats des bilans annuels de Léo et Maya. Je veux que tu vois ça. » Les données montraient quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'être usés par l'utilisation constante de leurs dons, les 2 enfants devenaient plus forts. Leur cerveau continuait à développer de nouvelles voies neuronales et leur santé globale était exceptionnelle. C'est comme si le but renforçait le don, expliqua le médecin. Quand ils utilisent leur capacité pour aider les autres, au lieu de s'affaiblir, ils sont dynamisés. Cet après-midi-là, Daniel assista à la cérémonie de remise des diplômes des premiers jeunes adultes de l'Institut. 6 adolescents qui étaient arrivés perdus et effrayés se préparaient maintenant à retourner dans le monde en tant que guérisseurs certifiés, prêts à travailler dans des hôpitaux, des cliniques et des centres de convalescence à travers le pays. Pendant la cérémonie, Camille, qui dirigeait maintenant le département des communications et des relations familiales de l'Institut, fit un discours émouvant sur le voyage de transformation qu'ils avaient tous vécu. « Il y a 1 an, j'étais une femme qui avait perdu foi en la famille, en l'amour et en les miracles, dit-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Aujourd'hui, je travaille chaque jour entouré des plus grands miracles que j'ai jamais vus, des enfants courageux qui ont transformé leurs différences en super-pouvoirs, non pas pour se démarquer, mais pour guérir un monde blessé. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Daniel se retrouva à nouveau dans les jardins, cette fois accompagné de toute sa famille élargie. Léo et Maya couraient parmi les fleurs, maintenant suivis par des dizaines d'autres enfants spéciaux qui avaient trouvé leur foyer. Camille discutait avec animation avec Rosa des plans pour la nouvelle aile de l'Institut. Le docteur Reed discutait de recherche avec des collègues d'universités internationales venus étudier le phénomène qui avait commencé ici. « Tu te souviens de ce que tu as dit ce premier jour ?» demanda Maya en s'approchant de Daniel alors qu'ils observaient l'activité joyeuse autour d'eux. « Quand j'ai proposé d'aider Léo, et que tu as ri parce que tu pensais que c'était impossible. »« Je m'en souviens, » sourit Daniel en prenant la main de la fillette qui était devenue la fille de son cœur. « J'ai dit qu'un enfant ne pouvait pas faire ce que la science ne pouvait pas faire. Et maintenant ?» Daniel regarda autour de lui, voyant des enfants qui guérissaient des maladies autrefois considérées comme incurables. Des jeunes qui utilisaient des visions du futur pour prévenir des tragédies. Des adolescents qui communiquaient l'espoir à des cœurs brisés. Maintenant, je sais que j'avais tort. Ce n'était pas une question de ce que la science ne pouvait pas faire. C'était une question de ce que l'amour rendait possible. Léo les rejoignit, ses yeux maintenant plus brillants que jamais, reflétant la lumière dorée du coucher de soleil. « Maya, peux-tu voir comment ce sera dans 10 ans ?» Maya ferma les yeux un instant, souriant avec un profond sentiment de paix. « Je vois des instituts comme celui-ci sur tous les continents. Je vois une génération d'enfants spéciaux grandir sans peur, utilisant leurs dons pour rendre le monde plus beau. Et je vois ?» Elle ouvrit les yeux, regardant directement Daniel. « Je vois que notre famille continuera de grandir, parce qu'il y a encore tant d'enfants perdus qui ont besoin de trouver leur chemin vers la maison. » Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Daniel réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé par une promesse impossible murmurée par une fillette de 9 ans. Cette promesse était devenue une réalité d'une manière qui transcendait ses attentes les plus optimistes. Le jardin où tout avait commencé faisait maintenant partie d'un sanctuaire bien plus grand où des centaines d'enfants spéciaux apprenaient que leurs différences étaient des dons, pas des malédictions. Le manoir solitaire s'était transformé en une communauté vibrante de guérison et d'espoir. Mais plus important que tout, l'homme qui ne croyait autrefois quand la science avait découvert que certains des plus grands miracles se produisent lorsque nous ouvrons nos cœurs à des possibilités au-delà de la compréhension.
Lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, et lorsque nous laissons des enfants extraordinaires nous enseigner que la vraie vision ne réside pas seulement dans les yeux, mais dans le courage de voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait devenir. Cette nuit-là, en bordant Léo, un rituel qui n'avait jamais perdu de son importance, Daniel réalisa que l'obscurité qui avait autrefois terrifié son fils avait maintenant cédé la place non seulement à la lumière, mais à la capacité d'apporter cette lumière à d'autres, naviguant encore dans leur propre tempête. Le miracle s'était multiplié, comme le font tous les vrais miracles, touchant des vies bien au-delà de ceux qui en avaient été les premiers témoins. Et quelque part dans le monde, d'autres enfants spéciaux regardaient les étoiles, sachant qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait un endroit où leur don était célébré. Et que l'amour trouve toujours un moyen de transformer l'impossible en inévitable.